Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance un défi un peu fou. Résumer 42 000 ans d'histoire de l'art en quelques minutes. Oui, rien que ça. De la toute première main sur la paroi d'une grotte jusqu'aux pixels de nos écrans, on va essayer d'explorer ensemble une question absolument fondamentale. Voilà, c'est cette question qui va être notre fil rouge. Qu'est-ce qui nous pousse, nous les humains, depuis la nuit des temps et à travers toutes les cultures, à vouloir peindre, sculpter, bref, à imaginer? C'est une quête passionnante, vous allez voir. Allez, c'est parti, on plonge. Notre voyage commence donc au commencement. Pour trouver les premières réponses à notre grande question, il faut remonter très très loin en arrière, aux toutes premières lueurs de la créativité humaine. En fait, la toute première pulsion humaine, le besoin de base, c'était ça, représenter le monde. Imaginez, face à une nature qui était à la fois puissante et super mystérieuse, les premiers artistes, dans les grottes de Lascaux ou d'Altamira, ils ont dessiné ce qu'ils voyaient, les animaux qu'ils chassaient, leurs mains. C'était une façon de comprendre et peut-être aussi d'essayer de maîtriser un peu leur environnement. Et là, il faut bien prendre la mesure du chiffre. 40 000 ans. C'est absolument vertigineux. Ça nous montre bien que ce besoin de créer, ce n'est pas juste une petite invention culturelle récente. Non, c'est quelque chose qui est ancré au plus profond de notre espèce, et ce, depuis le tout début. Bon, on fait un grand saut dans le temps et on arrive à une nouvelle ère. Et là, le but de l'art va changer du tout au tout. Il ne s'agit plus seulement de représenter le monde qui nous entoure, mais plutôt de se mettre au service de puissances qui dépassent l'humanité, les dieux, le divin. Alors voilà, une petite carte pour se repérer dans notre voyage. On quitte la préhistoire pour entrer dans l'Antiquité, puis le Moyen-Âge où l'art regarde vers le ciel. Ensuite, attention, gros virage avec la Renaissance qui remet l'homme au centre. Puis l'art moderne va tout casser, ce qui nous mènera à l'explosion totale de l'époque contemporaine. Pendant des milliers d'années, que ce soit les pyramides en Égypte, les temples grecs ou les statues romaines, l'art avait une mission très claire, glorifier les dieux et puis immortaliser les puissants, les pharaons, les empereurs. Et puis, au Moyen Âge, cette fonction d'enseignement devient encore plus importante. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. À une époque où la plupart des gens ne savaient pas lire, eh bien les vitraux des cathédrales, les sculptures, les peintures, tout ça, ça racontait les histoires de la Bible. L'art, c'était ni plus ni moins qu'un langage visuel universel, un moyen de partager la foi avec tout le monde. Mais alors, que se passe-t-il quand l'art arrête de regarder seulement vers le ciel et commence à s'intéresser à l'humain lui-même? Eh bien, c'est une révolution, c'est la Renaissance, le moment où l'homme revient au centre de toutes les attentions. Et là, le changement est radical, c'est le jour et la nuit. D'un art centré sur Dieu, on passe à un art qui célèbre l'homme, son corps, son intelligence et la nature. L'artiste n'est plus un simple artisan anonyme qui travaille pour l'Église. Non, il devient un génie créateur, une star qui signe ses œuvres. Et le but, ce n'est plus seulement d'instruire, c'est d'explorer, de comprendre le monde. Et pour explorer ce monde, les artistes de la Renaissance inventent un outil absolument révolutionnaire, la perspective. C'est cette technique géniale qui permet de créer une illusion de profondeur sur une surface plane. En gros, c'est un peu comme si la peinture devenait une fenêtre ouverte sur un monde qui a l'air réel. Et bien sûr, qui incarne mieux cette nouvelle figure du génie créateur que ces trois-là? On ne parle plus de simples artisans, là. On parle d'intellectuels, d'inventeurs, de figures quasi mythiques qui excellent dans tous les domaines. Après la Renaissance, cette exploration de l'humain continue, mais elle prend des formes très différentes. On a d'abord le baroque, tout en mouvement, en émotion, presque théâtrale, avec les clairs-obscurs incroyables du Caravage, puis, en réaction, le classicisme, qui recherche l'ordre, la raison, la grandeur. L'exemple parfait, c'est Versailles. Et enfin, le romantisme, qui, lui, va plonger dans les passions, les tourments de l'âme et la puissance de la nature. Jusqu'ici, l'art, même s'il explore plein de choses, il cherche globalement à être un miroir du monde réel. Mais à la fin du 19e siècle, ce miroir va littéralement se briser en mille morceaux. Tout commence avec une obsession, celle des impressionnistes. Et cette obsession, c'est la lumière. Des artistes comme Monet ne veulent plus peindre un objet, mais l'effet de la lumière sur cet objet. Et cette obsession pour la lumière, eh bien, ça les pousse à faire quelque chose de totalement nouveau à l'époque, sortir de leurs ateliers. Ils installent leur chevalet en plein air pour peindre sur le vif, pour essayer de saisir les changements de lumière d'une minute à l'autre. Et c'est ça le point crucial. Leur but, ce n'est plus de faire une image parfaite, figée pour l'éternité, non. C'est de capturer une sensation, l'impression fugace d'un instant qui ne reviendra jamais. Et ça, c'est une véritable révolution. Parce que cette révolution, elle ouvre la porte à une véritable explosion créative.
Le XXe siècle, c'est une déferlante de nouveaux mouvements, les avant-gardes. Et chacun va proposer une façon radicalement nouvelle de voir le monde, en se fichant complètement du réalisme. Alors on a le fauvisme où la couleur devient pure, violente, totalement libre. Le cubisme qui déconstruit les objets pour les montrer sous tous les angles en même temps. Le surréalisme qui part explorer le monde des rêves et de l'inconscient. Ou encore l'expressionnisme abstrait où il n'y a même plus d'objets, juste l'énergie du geste de l'artiste. Chaque isme est une nouvelle langue à apprendre. Prenez le cubisme de Picasso, c'est l'exemple parfait de cette nouvelle liberté. Au lieu de peindre un visage comme on le voit d'un seul point de vue, l'artiste le montre de face, de profil, de dessus, tout ça en même temps sur la même toile. Il ne peint plus ce qu'il voit, mais ce qu'il sait de l'objet. La réalité est complètement fragmentée et réassemblée. Et tout ça, ça nous amène directement à aujourd'hui, à notre époque, l'époque contemporaine, où les frontières de ce qui peut être considéré comme de l'art ont été complètement pulvérisées. Le pop art a pris une boîte de soupe pour en faire une icône. Le street art a fait des murs de nos villes sa toile. L'art numérique utilise des lignes de code comme un pinceau. Les installations nous invitent à entrer carrément à l'intérieur de l'œuvre. Bref, aujourd'hui, tout, absolument tout, peut devenir un matériau pour un artiste. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'art n'est plus du tout confiné au musée. Il est dans la rue, sur nos téléphones, il s'infiltre partout. Et son rôle principal, ce n'est plus de représenter ou de servir une cause, mais plutôt de nous questionner sur la société, la culture et même sur ce qu'est l'art. Et on termine ce tour d'horizon un peu fou avec cette question finale qui donne le vertige. Après avoir représenté le monde, servi les dieux, célébré l'homme et déconstruit la réalité, l'art semble aujourd'hui n'avoir plus aucune limite. Alors si tout peut être de l'art, où est la frontière ? Qu'est-ce qui n'en est pas ? Et peut-être finalement que la réponse se trouve dans notre toute première question. L'art, c'est tout simplement ce que l'humanité a et aura toujours besoin de créer.